Les mois d'hiver n'ont certainement pas été faciles pour l'Ukraine. Les bombardements russes sur les infrastructures énergétiques ont privé une grande partie du pays d'électricité, de chauffage et d'égouts fonctionnels pendant des semaines, durant un hiver très froid. Mais l'Ukraine a survécu et elle a commencé 2026 en fanfare. Ou, pour être plus précis, les infrastructures critiques au cœur de la Russie ont explosé et ont été réduites en décombres à un rythme toujours plus soutenu en raison de l'intensification des frappes ukrainiennes à longue portée. La raison ? Des drones et missiles améliorés, des systèmes de contrôle avec intelligence artificielle et de nouvelles tactiques en essaim, que la Russie peine à contenir. Alors, voyons comment les brillantes tactiques en essaim de l'Ukraine sèment le chaos au cœur de la Russie. Avec la fonte des glaces et l'arrivée du printemps, l'Ukraine a intensifié ses attaques de missiles et drones longue portée contre les infrastructures énergétiques, militaires et critiques russes. Vers la fin de 2025, le ministère russe de la Défense rapportait avoir abattu entre 50 et 150 drones et missiles ukrainiens par jour. À la mi-mars 2026, ce chiffre était passé à plusieurs centaines par jour. Le ministère ukrainien de la Défense publie généralement chaque jour des informations sur les frappes russes de la nuit précédente, incluant à la fois le nombre de drones et de missiles tirés, et le nombre abattu par les défenses aériennes ukrainiennes. Les Russes publient seulement les chiffres des appareils qu'ils disent avoir abattus. Les frappes réussies, non signalées comme abattues, ne sont pas mentionnées. Mais il existe de nombreuses preuves visuelles confirmant qu'un nombre croissant de frappes ukrainiennes atteignent avec succès leurs cibles, causant des dégâts catastrophiques à l'infrastructure militaire et énergétique russe au passage. L'Ukraine semble avoir augmenté la production à la fois de drones FPV de première ligne et de drones de frappe à longue portée. Elle a également clairement établi la production en série de ces nouveaux missiles de croisière, lourds Flamingo, et d'hybrides drones missiles de frappe à longue portée comme le FP2 et le FP7. Sur les lignes de front, les blogueurs militaires russes signalent une forte augmentation du nombre de drones FPV ukrainiens, qu'ils soient guidés par GPS ou par fibre optique. Ils rapportent également que les Ukrainiens ont ajusté les fréquences radio par lesquelles ces drones sont contrôlés, rendant ainsi une grande partie des dispositifs de guerre électroniques anti-drones existants de la Russie inefficaces contre eux. Et pour aggraver la situation des Russes, la portée de ces nouveaux drones a également été étendue de plusieurs dizaines de kilomètres. Cela accroît fortement le danger pour les troupes russes, leur matériel et leur logistique, même loin de leurs lignes avancées. La Russie a encore du mal à s'adapter après avoir été soudainement coupée du système Starlink début février. Cette décision a semé le chaos dans les communications russes et a visiblement ralenti une offensive dans le sud-est de l'Ukraine qui prenait de l'ampleur. Profitant de l'occasion, une nouvelle offensive de drones ukrainiens a stoppé net les offensives russes sur de vastes portions de la ligne de front. Ces nouveaux drones et les tactiques pour les déployer ont également été un élément majeur des contre-attaques réussies de l'Ukraine dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporijia. L'amélioration des drones, des capacités anti-guerre électroniques renforcées et l'évolution des tactiques ont contribué à ces succès sur le champ de bataille. L'effet est encore plus marqué avec les frappes ukrainiennes de longue portée, de plus en plus profondes en Russie. Dans ces situations, il y a une nouvelle tactique ukrainienne qui cause des nuits blanches et angoissées au président russe Vladimir Poutine. Les essaims de drones autonomes. Jusqu'à récemment, les essaims de drones capables d'identifier et d'attaquer des cibles de façon autonome relevaient de scénarios de science-fiction dystopique. Aujourd'hui, l'Ukraine en a fait une réalité, et la fête ne fait que commencer. La technologie d'essaims de drones ukrainiennes n'est pas apparue du jour au lendemain. En réalité, cette technologie est en développement depuis quelques années. En octobre 2024, le ministre ukrainien des Industries stratégiques, Herman Smedanin, a annoncé que des entreprises de défense ukrainiennes avaient développé et présenté une technologie d'essaim de drones. 7 équipes de fabricants ont présenté leur technologie d'essaim de drones. Des représentants du ministère ukrainien de la Défense et de l'état-major général ont ensuite examiné les capacités des fabricants ukrainiens et ont fourni des recommandations pour améliorer les produits. Et depuis lors, au moins une des entreprises a livré des systèmes d'essaim opérationnels et développe rapidement ses activités. L'entreprise s'appelle Swarmer, et au cœur de leur technologie révolutionnaire se trouve, vous l'avez probablement deviné, l'IA. Le logiciel de Swarmer permet à un groupe de drones de fonctionner comme une unité cohésive ou un essaim intégré. Lors d'une mission typique, un opérateur humain désigne une zone cible, comme une tranchée ennemie. Ensuite, l'IA prend le relais. Voici comment fonctionne une mission de frappe standard avec Swarmer. 3 à 8 drones opèrent dans l'essaim.
Le drone de reconnaissance trace le meilleur parcours vers la cible choisie par l'humain. Les drones d'attaque chargés d'explosifs suivent sa trajectoire. Ensuite, et c'est là l'innovation clé, les drones d'attaque déterminent le moment précis et la séquence de leur attaque afin de maximiser leur efficacité, sans commande directe en temps réel de l'opérateur pour l'action finale. En d'autres termes, il s'agit de frappes de drones autonomes sans aucune intervention humaine dans la boucle. En septembre 2025, le Wall Street Journal a indiqué que l'usage de drones par l'Ukraine représentait la première utilisation régulière connue de la technologie d'essaims autonomes au combat, plaçant l'Ukraine à l'avant-garde d'un bouleversement majeur dans la technologie militaire. Les essaims de drones autonomes n'étaient plus une théorie. Ils avaient déjà été utilisés avec succès plus de 100 fois par une seule unité ukrainienne. L'article a noté que, bien que les opérations actuelles impliquent généralement de petits essaims de 3 à 8 drones, la technologie avait été testée avec succès avec des groupes allant jusqu'à 25, mais ce n'est rien. Swarmer se préparait à des essais, impliquant un essaim redoutable de 100 drones. Des preuves anecdotiques suggèrent que la taille des essaims sur le champ de bataille augmente effectivement. Ce qui était d'abord une technologie ingénieuse pour poser des champs de mines à distance est devenu une arme révolutionnaire sur le champ de bataille. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non ? Nous aimerions remercier notre sponsor Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégée contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/discount et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque ou utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. À la suite de ces succès et des frappes à longue portée réussies, que nous détaillerons sous peu, Swarmer attire beaucoup d'attention dans le monde entier. En septembre 2025, l'entreprise a annoncé une levée de fonds de série A de 15 millions de dollars, le plus grand investissement dans une entreprise ukrainienne de technologie de défense depuis le début de la guerre. La levée de fonds a été menée par le principal fonds de capital risque américain, Broadband Capital Investments, avec la participation de RGAI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital et Network VC. Notre logiciel a fait ses preuves en situation de combat réel lors de dizaines de milliers de missions, a déclaré Serhiy Kuprienko, fondateur et PDG de Swarmer à l'époque. Ce financement nous permet de développer nos opérations et d'offrir des capacités avancées d'action en essaim à chaque véhicule sans pilote en Ukraine et dans les pays alignés sur l'OTAN. Les démocraties occidentales devraient déployer autant de drones et robots qu'elles en produisent, sans être limitées par le nombre de pilotes formés. Puis, en février 2026, il est apparu qu'Eric Prince avait été nommé président non exécutif de Swarmer. Prince est le fondateur, quelque peu controversé, de la société de mercenaires anciennement connue sous le nom de Blackwater, aujourd'hui Academy, et un nom important dans les cercles MAGA américains. Dans une lettre adressée aux investisseurs potentiels, il a écrit que, depuis avril 2024, la plateforme de Swarmer a été déployée en Ukraine, avec plus de 100 000 missions réelles, et dans des environnements de combat actifs, alimentant ainsi les logiciels et modèles d'apprentissage automatique intégrés. Il convient de noter que, selon le site web de Swarmer, le système a été impliqué dans 86 000 missions de combat depuis 2023, avec toutes les données capturées et traitées, ce qui est quelque peu inférieur aux 100 000 revendiqués par Prince. Néanmoins, environ 42 unités des forces armées ukrainiennes utilisent le système, avec plus de 300 missions de combat effectuées chaque jour. Maintenant, la beauté du système réside en grande partie dans sa polyvalence. Il peut être utilisé pour ce que Swarmer appelle des raids de frappe,
où l'approche de la cible est effectuée de manière autonome, mais le tir réel est effectué par un opérateur humain. Il sert aussi pour la recherche et la frappe, avec reconnaissance et attaque autonome, mais le tir nécessite la confirmation de l'opérateur. Le système Swarmer peut également être utilisé pour des opérations de lutte contre les drones, en activant des essaims de drones autonomes pour traquer et détruire les drones hostiles entrants. Et enfin, les opérateurs peuvent aller jusqu'au bout avec des opérations de reconnaissance et de frappe entièrement autonomes. Swarmer appelle cette fonctionnalité Killbox. C'est un terme approprié, adapté du concept de Killbox de l'armée américaine. Dans la terminologie militaire américaine, une Killbox est une zone tridimensionnelle, utilisée pour faciliter l'intégration des tirs conjoints. Selon la documentation officielle, le principal objectif d'une Killbox est de permettre une attaque létale contre des cibles de surface sans coordination supplémentaire avec le commandant qui l'a établi et sans contrôle terminal de l'attaque. Lorsqu'elle est utilisée pour intégrer des tirs indirects air-sol et surface-sol, la Killbox comportera des restrictions appropriées. L'objectif est de réduire la coordination nécessaire pour répondre aux besoins de soutien avec une flexibilité maximale tout en évitant le fratricide, les tirs amis. La fonctionnalité de Killbox entièrement autonome de Swarmer semble certainement répondre à tous ces critères. Outre le contrôle autonome des essaims de drones aériens, incluant drones à voilure fixe et quadricoptères, la technologie de Swarmer s'applique aussi aux drones terrestres et navals. Les tactiques et emplacements des missions menées avec Swarmer restent classifiés, mais les rapports russes donnent une idée. Un soldat de reconnaissance russe a décrit la tactique d'essaim de drones utilisée par les forces ukrainiennes sur l'axe Krasny-Liman. Il a révélé que plusieurs drones kamikazes sont lancés simultanément, volant à basse altitude et reliés par une ligne à fibre optique afin que l'infanterie ne puisse pas les entendre. Après avoir repéré une cible, les drones se séparent. L'un contourne pour frapper par l'arrière, tandis que l'autre attaque de front, en direction du mouvement de l'unité. Les unités utilisant des essaims de drones contrôlés par Swarmer utiliseraient également une nouvelle tactique pour augmenter leur efficacité de frappe, les drones silencieux. En février, le sénateur russe, pour les parties occupées de l'oblast de Zaporijia, Dmitri Rogozin, a rapporté que les opérateurs ukrainiens de drones kamikazes coupaient le moteur lors de l'approche finale afin que le drone plane silencieusement vers la cible. L'idée, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram, est d'empêcher les équipages russes de défense anti-aérienne à la mitrailleuse de réagir à temps au bruit d'un drone approchant. Rogozin affirme que ces nouvelles tactiques ont eu peu d'effet. Bien qu'elles paraissent inédites, les forces russes arrivent à gérer, pour les détruire, laissant la situation générale inchangée. Cependant, les preuves provenant des infrastructures russes en feu suggèrent fortement le contraire. Et c'est ce que nous faisons ici, à l'émission militaire. Nous creusons plus profondément pour découvrir la véritable histoire derrière les gros titres. Abonnez-vous pour suivre l'actualité et les analyses des champs de bataille en Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs. Le carnage causé par les nouvelles tactiques de drones de l'Ukraine s'est visiblement accéléré depuis le 10 février. Le 11 février, une attaque ukrainienne a incendié une raffinerie de pétrole exploitée par Lukoil à Volgograd. Et le 17 février, au moins 2 réservoirs d'un site de stockage de pétrole à Krasnodar ont été détruits pendant la nuit. Le 22 février, une station de pompage de pétrole brut au Tatarstan a été détruite pendant la nuit. Et le 25 février, une usine chimique dans la ville de Smolensk a été incendiée. Des images satellites ont révélé qu'elle était totalement réduite en cendres. Le soir suivant, des drones ukrainiens ont attaqué la région de Toula, l'une des principales zones de fabrication d'armes en Russie, en ciblant les défenses aériennes. La même région a aussi été attaquée le 1er mars lors d'une des frappes ukrainiennes les plus vastes et efficaces à ce jour. Depuis janvier, la majorité des attaques de drones ukrainiens contre des cibles russes se sont concentrées sur le sud-ouest de la Russie et la Crimée. Des raids aériens plus modestes ont pénétré plus profondément dans l'ouest de la Russie, touchant parfois des cibles éloignées dans l'Oural et la mer Caspienne. Les attaques du 1er mars ont également suivi ce schéma familier. Les opérations aériennes ukrainiennes nocturnes ont ciblé la Crimée et la côte russe de la mer Noire. En même temps, une attaque secondaire a été lancée à Toula, à environ 350 km de là. Selon des sources militaires ukrainiennes, des drones d'attaque ont frappé et mis hors service un système radar 92 N6A près du village de Sinovaya Gora. Le radar est un capteur essentiel pour le système de défense aérienne stratégique S-400 de la Russie, permettant de détecter et de cibler les drones et missiles ukrainiens entrants. Et il y avait d'autres cibles de grande valeur sur le radar. Des drones ukrainiens ont incendié une raffinerie de pétrole et frappé des installations de défense aérienne autour du port russe de Novorossiysk,
sur la mer Noire, lors d'une attaque similaire sur plusieurs fronts. C'est vers ce port que la flotte russe de la mer Noire a été contrainte de fuir après avoir été pilonnée par l'Ukraine sur son ancienne base en Crimée, en 2022 et 2023. La majorité des explosions ont eu lieu près du terminal pétrolier de Cheskharis, l'un des principaux centres de transbordement de pétrole à haute capacité en Russie. Au moins 11 drones kamikazes ont directement visé le terminal, avec des images d'explosions rouges-orangées et 3 incendies majeurs qui sont apparus en ligne par la suite. Le terminal de Cheskharis n'était à nouveau en service que depuis quelques mois après sa fermeture pour réparation suite à une frappe ukrainienne en novembre. Mais ce n'était pas la seule cible de la région touchée par les drones ukrainiens cette nuit-là. À Novorossiysk, d'autres cibles incluaient des navires de guerre, des pétroliers, des installations de chargement de pétrole, ainsi que des installations de défense aérienne. Veniamin Kondratiev, gouverneur du kraï de Krasnodar, en Russie, a déclaré aux médias locaux, le lendemain matin, que la vaste attaque ukrainienne était la frappe la plus puissante ayant touché Novorossiysk jusqu'à présent. Il a décrété l'état d'urgence, et d'autres autorités russes ont indiqué que 5 personnes avaient été blessées par des débris. De plus, 20 bâtiments autour de la ville avaient été endommagés, dont 17 immeubles résidentiels et une crèche. Les autorités russes admettent rarement les dégâts des frappes ukrainiennes, signe que davantage de projectiles franchissent les défenses aériennes russes. Cela est en partie dû à une nouvelle tactique ukrainienne. Neutraliser les défenses aériennes pour ouvrir des brèches avant les frappes principales. Le 25 février, juste avant les frappes sur la Crimée, Smolensk et Toula, les forces d'opération spéciales ukrainiennes, ou SSO, ont publié des images et des vidéos de leurs frappes. Des drones frappant un lanceur de missiles intercepteurs russes, S-400, Triumph, un radar multifonction associé, 92 N6E à commande de tir, et un système de défense aérienne à courte portée, Pantsir S-1. La majorité de ces images a été géolocalisée dans un village près de Simferopol, la deuxième plus grande ville de Crimée. 2 jours plus tard, les forces des systèmes sans pilote d'Ukraine, ou USF, ont publié une déclaration et une vidéo montrant leurs drones. Ils ont localisé et frappé un autre système de défense aérienne, Pantsir S-1, sur le territoire d'une aciérie abandonnée dans la ville de Mariupol, dans l'oblast occupée de Donetsk. Les frappes ont créé des brèches dans les défenses aériennes russes, permettant aux principaux drones d'attaque de passer inaperçus et ouvrant la voie à de futures frappes. Selon Krimskivita, une plateforme de suivi de la guerre aérienne, les frappes multidirectionnelles du 1er mars ont suivi un itinéraire contournant les défenses aériennes russes. Lancées depuis des sites à travers le sud de l'Ukraine, la plupart des drones ont parcouru 200 km au sud, au-dessus des eaux libres de la mer Noire, avant de tourner vers l'est pour contourner la Crimée et les défenses aériennes russes déployées là-bas. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Le S-400 est le principal système de défense aérienne de la Russie, tirant de lourds missiles conçus pour engager et détruire des cibles à des distances allant jusqu'à 400 km. Le système Pantsir est équipé de canons automatiques, de missiles légers, de radars agiles, et il est spécialement conçu pour détecter et abattre des drones. Sans leur radar, les 2 systèmes sont essentiellement aveugles et inutiles pour le ciblage. Lors de l'opération du 1er mars, d'autres défenses aériennes ont été touchées, ouvrant la voilée à de nouvelles attaques grâce à un espace aérien dégagé. Selon le site Ukraine Forum, une unité radar d'un S-300 PMU-2 favori, un autre système de défense aérienne russe, très utilisé, a été touché par des drones ukrainiens près de Novorossiysk, ainsi qu'un autre système Pantsir, positionné pour défendre le port de la ville contre les drones. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ces frappes portent leurs fruits. Le 10 mars, les forces ukrainiennes ont frappé l'usine de défense Kremniel dans la ville de Bryansk avec des missiles Storm Shadow ou Scalp EG. L'usine approvisionnerait le conglomérat d'État russe de la défense, Almaz Antey, qui produit des systèmes de défense aérienne. Elle approvisionne également la société d'État Tactical Missiles Corporation, qui fabrique des missiles de croisière, notamment les missiles Kh-59, Kh-69, Kh-101 et Kh-55 utilisés pour frapper l'Ukraine. Et elle fabriquerait également des composants destinés à l'arsenal nucléaire stratégique de la Russie, ce qui risque de provoquer une réponse nucléaire selon la doctrine nucléaire russe. L'attaque, la 6e contre l'usine depuis 2022, s'est produite en plein jour alors que l'usine était pleine d'ouvriers. D'énormes incendies et explosions ont été signalés, les autorités russes déclarant par la suite que 7 civils avaient été tués et que 42 autres avaient été blessés.
Moscou a qualifié l'attaque d'acte terroriste contre des civils, accusé le Royaume-Uni et la France d'avoir fourni les missiles, et dénoncé une violation des normes juridiques internationales. Le soir suivant, le 11 mars, une frappe de drone ukrainien a touché l'usine chimique Kuibychev Azot à Touliouty, dans l'oblast de Samara, un des principaux producteurs de caprolactam et d'engrais azotés. La même nuit, les forces ukrainiennes auraient également visé l'usine chimique Metrofax dans la région de Perm, ce qui a récemment été confirmé par Dmitry Makonin, le gouverneur de la région. Ces frappes ont sans doute été possibles à nouveau, grâce à la destruction préalable des défenses aériennes sur l'itinéraire vers les cibles. Le 9 mars, les forces de frappe ukrainiennes ont détruit plusieurs systèmes radars à Yevpatoria, notamment les radars Oberona 14 et Nebohu. 3 jours plus tard, c'était un scénario similaire. D'abord, les forces ukrainiennes ont détruit les stations radars Sopka 2 et 48 Warya 6K1 Hodliot, près de Vinorudny occupées. Plus tard dans la soirée, avec les défenses aériennes partiellement aveuglées, le SSO a frappé la station de pompage de pétrole Tikolretsk dans le kraï de Krasnodar, provoquant un important incendie dans un centre pétrolier clé du sud de la Russie et perturbant la logistique du carburant. Actuellement, aucune preuve directe ne montre que ces frappes ont utilisé Swarmer ou d'autres technologies d'essaim de drones autonomes. L'accélération des frappes et les preuves de l'usage massif d'essaims de drones autonomes par l'Ukraine ne semblent sans doute pas fortuites. Actuellement, les nouvelles technologies, de nouvelles tactiques et plus de drones profitent à l'Ukraine. Reste à voir quelle ampleur auront les dégâts qu'ils finiront par infliger à la machine de guerre russe. Bien sûr, nous suivrons les événements de près, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. En attendant, l'Ukraine a également trouvé un moyen de voler tous les drones russes. Regardez cette vidéo pour découvrir comment.